Bonjour à tous, Ulrich Génisson, cofondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis expert en régime cétogène, publié 2 ouvrages avec mon épouse et je suis moi-même en cétose nutritionnelle de façon ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, nous allons en Belgique rencontrer Ludovic. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est presque une vidéo de suivi puisque Ludovic nous avait donné un témoignage écrit sur notre site en 2015, puis après une belle vidéo en 2020. Donc aujourd'hui, il va nous donner l'état des choses de son régime cétogène, donc bientôt 8 ans, 9 ans après, de Belgique. Donc Ludovic, bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bonjour Ulrich, bonjour à tous. Oui, j'ai 47 ans, je vis en Belgique, je suis journaliste et effectivement, je me suis interrogé sur ma manière de me nourrir il y a quelques années déjà. Au départ, c'était pour une perte de poids. J'étais joufflu, je pesais aux alentours de 90, je suis même monté jusqu'à 95 kilos. Et puis, une manière aussi d'alléger la fatigue, le stress, ce genre de choses. Voilà, j'ai découvert le régime cétogène grâce à toi. Donc si tu me dis que c'était 2015, donc c'est Ben, peut-être un peu non, plus tôt, 2015, tu donnes probablement. déjà un premier Mmh, entretien. Donc tu avais commencé avant, peut-être en voilà. 2013 ou 2014. Très bien. Dans un but, clairement affiché de perte de poids. Alors j'ai découvert, les nutriments, j'ai découvert, les parts de glucides, les parts de gras, de lipides, de protéines et cetera. Au début, c'était très technique. Je commençais à calculer tout, le nombre de grammes de protéines par rapport à mon poids, ce genre de choses. Ça n'a pas toujours été très, très facile au départ, et puis, à un moment, voilà, je me suis senti en cétose. C'est mon corps qui, après, 2 semaines, à taper dans le gras, m'a dit: «Voilà, là, tu es en cétose». Au départ, c'était pas évident parce que j'avais jamais pensé intuitivement que manger plus gras allait me faire maigrir. J'ai alors j'ai dû, être convaincu, non seulement par diverses lectures, mais aussi par la pratique, parce que je me dis: «Bon, si ça fonctionne, alors autant l'essayer». Donc c'était contre-intuitif, mais ça a fonctionné. Au début, j'ai perdu 12 kilos. Je suis arrivé vers 85 kilos environ, donc c'est déjà pas mal. Je fais 1,82 m et la grosse difficulté qui s'est posée à moi, c'était comment tenir dans le temps. Parce que je trouvais ça très restrictif. J'avais pas de routine, je cuisinais beaucoup. Alors merci aux recettes de Nelly qui m'ont beaucoup aidé dans un premier temps. C'était le Le premier premier livre, livre hein. au Voilà, départ, c'est ça, voilà. voilà. J'ai vidé mes placards, de tout ce qui pouvait d'abord, m'inciter à consommer des glucides, donc le sucre, les farines et cetera. J'ai remplacé par des bonnes farines, la poudre d'amande, des fruits secs aussi et puis, des lipides. Je me suis intéressé là aux bons lipides, c'est-à-dire que j'ai acheté mon grand seau d'huile de coco. Je j'ai acheté aussi mon beurre clarifié, le ghee comme on dit, pas facile à trouver en Belgique, mais on en trouve. Et puis voilà, ça s'est mis comme ça. J'ai commencé à cuisiner, je trouvais ça quand même assez compliqué au départ parce que je prenais la peine de cuisiner, je devais faire les courses, je devais voilà, c'était lourd, c'était un peu fatigant et puis voilà, la difficulté c'était de tenir sur la longueur. J'ai pas Ouais. toujours tenu sur la longueur. Hem, Pourquoi? Bah, par manque de routine probablement à l'époque et puis parce que, bah, on est toujours soumis à des tentations. C'était les frites, c'était le chocolat, c'était la bière. On habite en Belgique, et puis c'était aussi des moments, difficiles parfois dans la vie qui poussent un peu à la déprime, qui poussent, à ne pas se focaliser uniquement sur l'alimentation et puis on lâche. Voilà et puis on lâche. J'ai repris du poids, j'ai fait du yo-yo, ça a été compliqué, voilà. J'ai vécu quelques épisodes dans ma vie assez difficiles, il m'a fallu vraiment 3 ans pour en sortir entre, bah, une séparation, un déménagement, un changement de boulot et cetera. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui m'a, quand même conduit à faire une sorte de yo-yo, point de vue poids et le reste qui suivait puisque quand j'arrêtais le cétogène, l'humeur redevenait variable, le sommeil redevenait mauvais, mais je sentais malgré tout que c'était cette voie-là que je devais suivre. Parce que chaque fois que je retombais en, je dis pas en cétose, mais chaque fois que je reprenais des habitudes
allant vers le low carb, vers la cétose, parce que je n'étais pas tout le temps en cétose. Hein. En tout cas, à chaque fois que je reprenais des habitudes, c'est-à-dire couper les glucides, je me sentais mieux et je sentais aussi des effets non seulement sur mon poids, mais aussi sur mon bien-être général, sur le sommeil, etc. Donc c'était le yo-yo, mais je restais persuadé que c'était la bonne voie à suivre. Il restait pour moi à caler le mental, en quelque sorte. Et ça Donc, c'est... si on essaie de redécouper un petit peu ton cheminement, 2013-2014, tu découvres le régime cétogène. 2015, tu nous donnes ton premier témoignage. 2020, un second témoignage en vidéo. En gros, à ce moment-là, tu fais un régime cétogène à peu près normal, avec beaucoup de cuisine. C'est-à-dire tu passes du temps en cuisine, et il y a peut-être un peu de contraintes là-dessus, tous les jours avec l'emploi du temps, les enfants, le travail, etc. Et on va dire qu'en 2020, tu commences à avoir des événements qui sont compliqués dans ta vie, et c'est là que tu commences à sortir du régime cétogène, et c'est là que tu vas nous raconter un petit peu comment ton régime cétogène après a changé, comment tu as modifié ta vie, si tu veux, pour vraiment incorporer un autre régime cétogène dans ta routine. C'est comme ça que ça s'est Voilà, passé. c'est ça, voilà. Comme je savais que le cétogène était la bonne direction à prendre, je me suis dit comment vais-je aller vers cette direction. Et là, le travail, il a porté sur le mental. Alors, bon, psychothérapie et puis un abandon progressif et puis définitif de l'alcool. Et ça a été le cap déterminant, puisque avec l'arrêt de l'alcool total, ça c'était, je m'en souviens, j'ai posé mon dernier verre le 6 février 2022. Avec le cétogène, là, le déclic s'est fait. Le mental était prêt. Je suis devenu radical du point de vue de l'alcool, puisque là c'était zéro total, et radical également du point de vue glucides, puisque là aussi c'était minimum absolu. Donc, retour vers le low carb et vers l'état de cétose. Donc là, on est début 2022, je perds 12 kilos et je viens jusqu'à 78, ce qui est quand même malgré tout très bas. Je perds 2 tailles de vêtements, je me trouve dans la glace un peu gringalet. Vraiment, je pense qu'il y avait aussi une perte musculaire hein, qui a suivi. Et donc, bah voilà, j'ai décidé de me remuscler, je réinsère la musculation dans ma routine à raison de 3 séances par semaine, quand tout va bien. Et donc, je réinstalle en fait ma routine. Ma routine, aujourd'hui, c'est plus de réveil pour me réveiller. J'ai un cycle de sommeil qui m'amène en gros de 22h à 5h30, 6h. J'ai plus besoin de réveil. Je me réveille, je bois mon verre de kéfir de lait, je mets de l'huile de coco dans ma première tasse de café, et puis le petit-déj, c'est assez simple, mais voilà, c'est 3 œufs sur le plat, avec des protéines, donc soit du bacon, soit une tranche de saumon, et du fromage, parce que le fromage, j'en mets quasiment à tous les repas. Voilà, donc en fonction de mes envies, ce sera du brie ou du fromage à pâte dure, comme de l'emmental, etc. Ça c'est le petit-déj assez costaud. Et puis après, je fais un deuxième repas aux alentours de 13h, qui est un repas là aussi composé de protéines, de lipides, donc de viande passée dans du beurre, parce que je cuisine essentiellement au beurre. Je rajoute parfois un peu d'huile d'olive, et puis des légumes. J'ai jamais coupé les légumes, mais là je reste fidèle aux légumes très variés, donc des feuilles vertes, des épinards, des choux, des oignons, des poivrons, et puis du potage également, parce que j'essaie d'avoir en permanence du potage dans mon frigo. Et là, du potage à base de bouillon de poule ou de bouillon d'os, parce que là aussi, mon microbiote a besoin de ce produit. J'ai découvert les vertus insoupçonnées du bouillon de poule, et je mets une base de bouillon de poule, et puis j'ajoute des légumes, des courgettes, et alors des choux, des brocolis, ou bien selon mon humeur ou selon les saisons, puisque maintenant c'est la saison du butternut et du potimarron. Voilà, mais un potage bien gras à base de bouillon de poule ou de bouillie, qui a bien chauffé pendant plusieurs heures. Comme ça, j'ai aussi un peu de collagène, puisque Alors, c'est l'os, vraiment intéressant parce qu'on va parler après de plusieurs, on va creuser plusieurs sujets. D'abord, donc, pour moi, le point clé, c'est quand même l'instauration de cette routine, c'est-à-dire psychologiquement, tu t'es vraiment tu te définis un objectif précis, tu t'es mis une routine en place, tu l'as pas lâché, et là, du coup, tu es vraiment arrivé dans une situation où il n'y a plus à réfléchir, tu n'as pas à lutter contre toi-même, c'est ton mode de vie, c'est stable. Deuxième point, le sommeil. Quand tu réussis, alors moi c'est pareil,
mon sommeil, à 22 heures, je dors, et à 6 heures du matin, je suis levé sans réveil. Et ça, pour moi, 45 ans, quand j'avais 25, 30, 40 ans même, c'était presque inaccessible. Et quand on atteint ça, on se dit, là, on se prend un peu avec des super pouvoirs. Parce que cette phase de 7h30, 8 heures de sommeil, d'un sommeil très profond, important, et on se réveille, on est vraiment reposé, pas fatigué, etc. C'est pour moi essentiel pour la suite des objectifs, qu'on lutte contre une maladie, qu'on cherche à perdre du poids, etc. Et là, tu l'as atteint, et c'est super important. Et puis après, il y a aussi l'aspect microbiote. Tu t'es tu as beaucoup appris sur le microbiote, et tu as compris les bienfaits, et donc tu incorpores des aliments spécifiques, des aliments fermentés, lacto-fermentés. Tu fais attention à ton microbiote. Le kéfir de lait tous les matins, on peut en parler. C'est des points très importants. Donc, on va parler du lait en dernier parce que c'est un vrai sujet que je voudrais développer avec toi. Mais comment ça t'est venu, donc, du coup, cette démarche de dire, OK, je prends soin de moi, je vais me faire aider, je reprends en main ma vie. L'alcool, c'était un point important. Tout le monde sait que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de défendre les vertus de l'alcool, mais j'ai tiré à boulet rouge depuis le début parce que pour moi, l'alcool, c'est un toxique. Idéalement, il faut s'en passer. Et toi, tu as passé le pas. Moi, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 1996 et je suis toujours en vie et tout va bien. Je n'ai pas perdu mes amis. Donc, on peut le faire et vous avez beaucoup de bienfaits à en tirer. Donc, raconte-nous un petit peu cette époque charnière, vraiment 2020. Comment ça se passe? Quel est ton cheminement vraiment? Et comment tu fais les choses une par une pour reprendre en main ta vie et ta santé? Alors d'abord, il a fallu la stabilisation personnelle, la stabilisation familiale, la stabilisation amoureuse et financière. Enfin, tout ça, voilà, ça, ce sont des choses qui se sont mises en place graduellement. Et puis, il y a eu cette prise de conscience du vieillissement. J'arrivais pour moi, 46 ans, c'était à peu près la moitié de ma vie. Si je regarde un peu mon arbre généalogique, il y a cette prise de conscience que, voilà, à un moment donné, on a assez déconné, on s'est bien amusé, mais que le corps te ramène toujours à l'essentiel. Et écouter son corps, j'ai commencé à avoir des phases de méditation à ce moment-là. Je me suis mis à la méditation, à l'écoute de moi-même. Et comme je suis introverti, c'est pas quelque chose qui me rebute. Donc j'y suis allé très volontiers. J'ai touché un peu au chamanisme, j'ai touché un peu au bouddhisme. Voilà, c'était l'écoute de mon corps avant tout, et mon corps me parlait. Et mon corps, et je parle du microbiote parce que c'est lui qui me parlait en premier. Lorsque j'allais à sel, lorsque je digérais mal, lorsque je dormais mal à cause de ce que j'avais ingurgité, de l'heure à laquelle j'avais mangé, etc. Tout ça, c'était des signaux. Et puis, j'ai beaucoup lu aussi à côté des auteurs, voilà, je ne connais plus tous les noms, mais voilà, j'ai toujours beaucoup lu dans tout le processus d'apprentissage de la nutrition. Ça a commencé par Gary Tobbs, pourquoi Oui, on on grossit. grossit ou On voilà. grossit, voilà, ça c'était il y a quelques années. Et puis Perlmutter également, ce genre de Oui. choses. Voilà. Donc, en s'intéressant à ce qui se passe dans son corps, on comprend mieux les mécanismes. Et à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, il y avait vraiment ce cap 45-46 ans. Je dis, voilà, j'arrête de déconner, maintenant je me prends en main. Et donc, je suis allé voir un alcoologue, un père aidant, en tout cas pour l'alcool, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a parlé. Voilà, j'ai arrêté au début, c'était 3 mois, et puis j'ai recommencé parce que voilà, il y a eu le décès de mes deux grands-mères à 5 jours d'intervalle, c'était pas un moment facile non plus. Et puis j'étais malade comme un chien. Je me suis dit, la solution, c'est d'arrêter, mais arrêter de consommer un ami. Voilà, il y avait une sorte de relation fusionnelle dont il fallait que je me débarrasse. Voilà, et puis ça, c'est fait. J'avais fixé le jour, j'avais fixé la date. Voilà, et je pense que ça a été l'un des meilleurs choix de ma vie. C'était de poser mon dernier verre de vin le 6 février 2022. À partir de là, tout est enchaîné, puisque le moral étant bien décidé à stopper l'alcool, le moral s'est dit, tu continues le cétogène, et donc tu appliques les règles du cétogène que je connaissais. Donc voilà, la fenêtre était ouverte, j'ai installé ma routine, et me voici toujours avec cette même routine depuis lors, quoi. Ton parcours est intéressant parce qu'il y a vraiment ce moment clé où on sent une reprise en main de sa santé. C'est-à-dire qu'au lieu d'obéir aux souhaits des autres, tu te mets comme priorité. Et là, c'est non. Non à l'alcool, non aux glucides. Je décide.
je mets ma routine en place, je reprends en main ma santé. Et c'est un point important parce que j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, les gens se laissent plus ou moins gouverner par le souhait des autres. C'est-à-dire quand on va à un mariage, on refuse le gâteau, il y a des gens qui mettent la pression. Toi et moi, on est des hommes, donc ça veut dire que quand on dit non à l'alcool, forcément, on sait qu'on va faire face à une pression autour. Pourquoi tu bois pas, etc. Que ce soit en milieu professionnel ou dans la famille, etc. Ça prend du temps en fait de montrer aux autres que c'est non définitif, ça sert à rien d'insister, oubliez-moi, l'alcool, j'en veux pas. Et ça nécessite une force de caractère qui n'est pas forcément simple pour les gens qui sont un peu faibles ou alors qui sont dans une phase de vie où ils sont faibles. Tu dis que tu as eu plusieurs étapes successives en peu de temps qui t'ont affaibli psychologiquement. Une perte des gens, c'est pas facile à vivre. Et c'est dans ces phases-là, en fait, où on se laisse un peu aller. Et donc, ta reprise en main, pour moi, elle est capitale et elle montre que c'est un point déterminant pour la réussite du régime cétogène. Oui, j'ai perdu des amis, voilà, je le déplore, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Et c'est un cycle, hein, quand le moral est bas, on a tendance à boire ou à se laisser aller, alors qu'en fait, si on ne se laisse pas aller, si on reste ferme, si on tient compte, si on s'alimente bien, et je pense que je reprends la phrase de Tim Noakes, je pense qu'il disait que 85% des maladies peuvent être guéries uniquement par l'alimentation. Ben voilà, lorsqu'on reprend son alimentation en main, le moral s'améliore et le cercle est reparti. Pas le cercle vicieux, mais le cercle Vertueux, ouais. vertueux, voilà, exactement. Et donc oui, il faut s'astreindre à ces sacrifices, mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, j'ai un rythme de sommeil idéal, je suis plus fatigué après les repas. J'ai plus envie de faire des siestes, je dors, mais j'arrive dans mon lit, je m'endors directement, pouf, un sommeil de qualité jusqu'au matin, je suis en forme quand je me lève. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix. J'ai beaucoup plus de temps à consacrer aux lectures, à l'écriture. J'avais arrêté d'écrire, je me suis remis à écrire, je me suis remis à lire énormément, je me suis remis à voir d'autres amis, voilà, mais et à profiter beaucoup plus de l'instant présent, profiter beaucoup plus de ce que je n'avais pas avant, en fait. Mais ça, c'est passé d'abord en parallèle par l'alimentation et par le moral. Et l'un a alimenté l'autre dans le bon sens. Et voilà, et c'est vraiment grâce à l'alimentation Oui. que c'est revenu, en fait. Et Mais que le mental a su. je te félicite vraiment parce que c'est à un moment donné, savoir dire non. Juste, on est dans une société où c'est difficile de dire non. On dit pas non à son supérieur, on dit pas non à son conjoint, on dit pas non à ses enfants. Mais savoir dire non, c'est une démarche. Et quand on est sollicité en permanence par des glucides, par de l'alcool, etc., savoir dire non, ça nécessite du courage et de la confiance en soi. Et c'est ce que tu as fait. Donc je te Et on parlait félicite. de. Merci. Et on parlait de cercle vertueux. Moi, je crois en l'exemple et le fait d'en parler autour de soi, le fait de dire non. Ça déteint en fait sur l'entourage. J'ai un ami qui a aussi arrêté de boire, j'ai des amis qui se sont mis au cétogène. Le fait de voir quelque part que ça te fait du bien, eh bien ça rayonne autour de toi. Et c'est ça, je trouve ça très bien parce que on fait rien de particulier. Je fais pas du prosélytisme. C'est simplement, voilà, l'exemple de dire, voilà, comment t'as fait? Je dis, voilà, j'ai coupé les glucides, je fais ça. Oh, j'essayerai bien. Et voilà, et petit à petit, le cercle vertueux s'étend à l'entourage et ça, c'est très bien. Voilà. Pour l'alcool, je vais en profiter pour reprendre la citation de Marie Emmerich parce que pour moi, elle résume bien l'état des choses aujourd'hui. L'alcool est la seule drogue au monde qui nécessite une excuse pour ne pas être consommée. Et ça résume bien ça parce que les gens ne se rendent pas compte en fait des effets délétères sur la santé. J'ai abordé rapidement ça dans Bonjour Keto, un peu plus dans la Ceto Academy, mais clairement, c'est la première drogue au monde en termes de dommages, à moins qu'on considère le sucre, parce que le sucre, c'est aussi une drogue, on pourra en parler. Mais la drogue, l'alcool, en fait, fait vraiment des ravages sous une sorte d'aspect social. C'est un peu la fête. Et puis en plus, il y a tout un tas de mauvaise science qui a été diffusée en disant les bienfaits du vin rouge pour les maladies cardiovasculaires, toutes ces âneries-là pour essayer de faire croire aux gens qu'il y avait des bienfaits. J'ai même vu à l'époque où je faisais beaucoup de sport, il y a plus de 25 ans, il était bien vu de consommer un petit whisky avant de faire du sport parce que c'était un vasodilatateur. Donc il y avait tout un aspect santé, on fait la fête, etc. Et on a l'impression que quand on arrête l'alcool, on devient une sorte de moine, on va se retirer dans une église au bout du monde
Mais non, en fait, on peut très bien vivre sans alcool et surtout en bonne santé. C'est-à-dire que les bienfaits qu'on retire de l'arrêt de l'alcool dépassent largement éventuellement ce qu'on pourrait rater, quoi. Ce qui est marquant, je trouve, c'est ce côté invincibilité que tu peux avoir lorsque tu es en soirée, lorsque tu es entre tes amis, lorsque tout le monde. Voilà, parce que moi, j'ai pas arrêté la vie sociale pour autant, mais quand tu arrives chez des amis, que tout le monde se rue sur les Doritos et sur les packs de bière, après une heure, tu les regardes, enfin, je les regarde, et tu te sens complètement invincible, en disant tout ça ne peut plus m'atteindre. Voilà. Voilà, et ça procure quelque part un sentiment dingue, et puis discuter avec les gens qui sont un peu bourrés, et te dire, bah, avant c'était moi, et maintenant c'est plus moi aujourd'hui, mais c'est pas de la supériorité, mais c'est un côté, oui, vraiment invincible, super-héros. Je Une pense sorte que tu d'affranchissement un peu. voilà. Nous, on aime beaucoup la liberté tous les deux. Un affranchissement par rapport à l'alcool, au sucre, aux glucides au sens large. On sait dire non. Voilà. On n'est plus dépendant. Maintenant, je suis un peu dépendant au café, j'avoue. J'ai toujours besoin de mes 2 litres par jour quasiment. Voilà, que je compense avec de l'eau, beaucoup d'eau, 3 litres d'eau, et puis des tisanes également. J'ai appris à apprécier les tisanes, les thés, etc. Et de temps à autre, en soirée, un Coca Zéro. Mais je reste très, très, très distant vis-à-vis de tous les sodas, même les sodas light. Euh, Ça, c'est terminé, quoi. En fait, quand tu arrêtes l'alcool, quand tu regardes les alternatives, c'est toujours rempli de sucre. Tous les cocktails à base de jus de fruits, ce genre de choses, bon, voilà, c'est sans alcool, mais c'est pas sans sucre. Donc, j'ai des amis qui ont arrêté aussi l'alcool, mais qui se retrouvent avec des kilos en plus, en pensant que c'est un dommage collatéral normal, parce qu'ils testent ces petits cocktails qui sont remplis de sirop de glucose ou que sais-je, qui sont des ersatz de curaçao, de pisang ou autre, mais qui sont tout aussi néfastes en fait. Ouais, il y a beaucoup de saloperies en particulier dans les édulcorants des grandes boissons, des grandes marques. Ils ont même pas réussi à sortir des boissons entre guillemets alternatives saines, avec à la limite peu de sucre, mais au moins un sucre sain entre guillemets. Il y a des choses à faire. Typiquement, la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'ici ils ont lancé vraiment le kombucha, c'est qu'il y a une boisson fermentée. On a fait sur notre site un guide complet pour faire son kombucha à la maison, parce qu'en Europe c'est difficile à acheter dans le commerce. Et aux États-Unis, c'est une vraie révolution. Il y en a partout. Enfin, nous, maintenant, ça fait 3 ans qu'on habite là à temps plein, mais on a voyagé dans 41 États aux États-Unis. Même dans un coin paumé, dans une petite station-service, tu as un kombucha à acheter, quoi. Donc, c'est déjà beaucoup plus sain, à la limite. J'ai pas dit tous les jours, mais de temps en temps, plutôt qu'un soda light avec des édulcorants qui sont clairement pas sains. Toi qui t'intéresses beaucoup au microbiote, quand on commence à regarder aspartame, acésulfame-K, etc., c'est vraiment pas génial. Donc ici, on commercialise des kombucha dans des canettes avec des couleurs partout, comme si c'était des limonades. On met Ouais. kombucha dessus, et puis quand tu lis les étiquettes, bah, effectivement, c'est rempli de sucre, quoi. Même de Oui, oui, sucre. puis il y a même du four kombucha, c'est-à-dire le kombucha, pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait un guide complet, hein, c'est pas très compliqué, ça se fait avec un vinaigrier, vous avez une mer sur le dessus, un peu comme la fabrication du vinaigre, comme nos grands-parents faisaient, et c'est de l'eau, du sucre et du thé. Le sucre sert à alimenter la fermentation, et vous avez une boisson, alors selon si c'est un thé vert, un thé noir qui est plus ou moins marron clair, il y a plein de vertus, il y a plein de sciences sur le sujet, ça c'est le vrai kombucha, mais il y a plein de choses qui sont fausses où ils mettent de l'eau, ils injectent du CO2 dedans, ils mettent des ferments en poudre dedans, et puis beaucoup de sucre, forcément, et des arômes. Et là, on se retrouve à avoir les mêmes errances que les grands fabricants de soda. C'est très, très loin du kombucha original, quoi, qu'on peut faire à la maison, je vous dis encore une fois. Ça Je sais pas reste si. des produits industriels, et voilà, comme tous les produits industriels, quand tu regardes les étiquettes, tu peux être esbaudi par les contenus en sucre, ce genre de choses. Oui, 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 mais ici aux États-Unis, on a des vrais, hein. On a Mhm. vraiment des vrais parce qu'il y a une vraie épidémie de création de kombucha locaux. Par exemple, moi j'habite à Boulder, c'est 100 000 habitants. Tu as 2 marques qui fabriquent ici. Et tu peux aller les voir et c'est des vrais kombucha. À Denver, tu en as un autre, etc., etc. Alors il y a des grandes chaînes nationales qui clairement sont pour moi dans des produits industriels et de toute façon se feront racheter par les grands groupes agroalimentaires. Mais il y a plein de petites productions locales. J'en ai même vu dans des micro-brasseries où ils font brasserie et kombucha, où tu peux aller voir directement la production. Et là c'est intéressant au niveau microbiote.
Donc, continuons sur ton régime cétogène avant de passer à un autre sujet totalement différent, mais complètement connecté. Le régime cétogène chez toi aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que toi, tes conjoints, ta conjointe, tes enfants, comment ça se passe à la maison? Comment vous vous organisez? Donc ma compagne est convaincue aussi par les bienfaits du régime cétogène. On en parle aussi autour de nous. Voilà, encore une fois, sans faire de prosélytisme, mais on essaie de distiller un peu nos connaissances, qui ne sont pas les tiennes évidemment, mais des connaissances de base à des amis qui essayent, qui cherchent des conseils. On fait à manger pour nous en fait. Hein, on a chacun nos petits ingrédients. Alors elle mange pas tout à fait la même chose que moi, mais sur le repas de midi, là on mange la même chose. Par contre, avec les 4 enfants, la famille recomposée, bon, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont encore à l'époque des pâtes, des croque-monsieur, enfin ce genre de choses. Par contre, si je cuisine pour les enfants, je ne mets pas de glucides et ça passe complètement inaperçu, quoi. Donc, je peux remplacer les pommes de terre par des navets, je peux leur mettre du riz de chou-fleur, voilà. Du Il radis y en a noir, encore. la célèbre recette de radis noir de Nelly pour les spaghettis à la bolognaise. Voilà, évidemment. Bon, alors, ils ne sont pas dupes, mais je veux dire, ça se mange. Enfin, voilà. Je ne vais pas les convertir. J'essaye simplement de les inciter à ne pas consommer de sucre. Alors, il n'y a pas de soda à la maison. De temps en temps, du Fanta zéro, mais il y a plus de jus d'orange. Mais sinon, la boisson ici, c'est de l'eau ou de l'eau pétillante. Voilà, pour les enfants. Pas de Ok. problème d'obésité chez les enfants, ils font du sport, tout ça. Donc, je veux dire, je ne m'inquiète pas, j'ai pas de pathologie à traiter chez eux. On essaie simplement de rester vigilant et on est bien conscient que les privés de pâtes, c'est un peu les privés de leur, de leur repas de base. Voilà, mais sinon, effectivement, les soupers, bah, il n'y a qu'eux qui soupent puisque ni ma compagne ni moi ne mangeons le soir. C'est une sorte, voilà, je rétablis. En fait, on n'a pas faim. On a appris à manger quand on avait faim et les repas chez nous, c'est le matin et à midi. Donc à 14 heures, en général, je ne mange plus rien. Et si j'ai encore faim, soit de la soupe qui traîne dans le frigo, toujours, ou bien un morceau de fromage, un morceau de salami. J'ai appris à lever le pied un peu sur la charcuterie parce que j'ai un taux d'acide urique assez élevé. Parfois, limite, j'ai fait des crises de gouttes par le passé. Et ça, franchement, je conseille à personne parce que la goutte, ça fait extrêmement mal. Ça vient un matin quand tu te lèves. Voilà, donc j'ai un taux d'acide urique encore à surveiller. Et pour ce faire, ben, j'ai levé le pied donc, sur les charcuteries. Ben, plus d'alcool, forcément. Je fais attention à toutes Et c'est arrivé les quand cette crise de goutte? Vers quelle époque à peu près? ben, ça fait plusieurs années que j'en fais, donc j'avais jamais fait attention à mon taux d'acide urique en fait. Je savais pas que Mhm. c'était des crises de gouttes, mon médecin ne parvenait pas à identifier ce que c'était. En fait, faut faire, je voudrais faire le détail là-dessus. L'acide urique, c'est pas mauvais pour le corps, hein. L'acide urique, les taux élevés d'acide urique sont mauvais, en particulier chez des gens qui mangent beaucoup de glucides. Et on sait que l'origine numéro un des crises de gouttes, c'est le fructose. Et c'est pas les charcuteries. Par contre, le vrai problème, en fait, c'est quand ça arrive à une cristallisation. C'est le vrai souci, en fait. C'est pas l'acide urique en tant que tel, qui est une sorte d'antioxydant pour le corps. Alors, il y a une plage haute et basse, mais le problème, c'est que les médecins ne sont pas aujourd'hui capables de déterminer ça. C'est un sujet, c'est un non-sujet en Europe. Mais la cristallisation, c'est autre chose. Et après, il faut regarder au niveau des micronutriments, il y a des choses à faire. Donc, et on voit des gens qui avaient des crises de gouttes. D'ailleurs, je vais interviewer quelqu'un qui est devenu cardiologue maintenant, qui avait des crises de gouttes carabinées, mais alors avant son régime cétogène, et c'est le régime cétogène qui lui a fait totalement passer ça. Alors, de façon transitoire, il y a des gens, quand ils ont un régime cétogène très strict, très bas en glucides, ils développent beaucoup d'acide urique et ça peut provoquer des crises de gouttes. Et ils arrivent à passer ça de façon temporaire, simplement en remettant un peu plus de glucides dans leur alimentation. Tu peux le faire, par exemple, toi, tu manges beaucoup de légumes encore. En montant un peu en glucides, tu as une cétose moins profonde et tu arrives à ne pas avoir de crise de goutte. Donc, tes taux d'acide urique sont élevés, mais il n'y a pas de crise, il n'y a pas de cristallisation. Et avec le temps, ça passe. Voilà, moi, je sens la cristallisation. Je sens un peu la cristallisation quand ça commence. Hein. Je le sens dans mon pied, ce genre de choses. Alors, Oui, je fais attention. Voilà, j'ai lu très récemment Toxic Acid du oui, docteur Perlmutter, oui, le qui permuteur a appris pas américain. mal de Oui, choses. oui, David, oui. oui, oui. Et voilà, donc ça m'a ouvert les yeux et je sais que je dois rester attentif à ça. C'est vraiment le dernier critère
auxquels je reste attentif dans mes prises de sang, parce que pour le reste, ça j'en ai pas parlé, mais mon taux de triglycérides a chuté de manière Mhm. incroyable avec ce régime, avec l'arrêt de l'alcool. Et puis j'ai renversé aussi une hypertension qu'on m'avait promise comme chronique et irrécupérable. J'ai arrêté de prendre des médicaments. Le médecin m'avait dit tu vas prendre toute ta vie Ah oui, c'est intéressant. du Donne-nous des chiffres un Périndapine. peu où tu en étais avec ton hypertension, avant les médicaments, après les médicaments et en régime cétogène sans les médicaments, ça donne quoi comme évolution? Voilà, donc j'avais de la tension aux alentours de 14-15. Mhm. On m'a dit que c'était dû à mon hérédité. Voilà, mon père, mon frère font de l'hypertension. Ok, je l'ai entendu. Et puis, je devais prendre du Perindopril, 4 mg, je pense. Je ne sais plus. Enfin, voilà, un médicament que le médecin m'avait dit vous allez en prendre tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, avec l'arrêt de l'alcool, avec le régime cétogène, donc, je me suis dit je vais arrêter. Je vais faire un test. Je vais arrêter de le prendre pendant un mois et puis on verra. Et puis, je suis allé chez le médecin, 11,9, parfait, monsieur. Okay. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Donc, j'ai laissé tomber le Perindopril. Voilà, du jour au lendemain. Et puis, ma tension est bonne. Voilà, donc, quelque chose qu'on m'avait annoncé comme étant irréversible, bien, finalement, voilà, je l'ai renversé. Donc, ça, c'était aussi une grande fierté. Je Oui. reste attentif à ma tension malgré tout, mais dire ces problèmes-là, je les ressens plus. Quoi, parce que Mais l'attention, il y a eu déjà plusieurs témoignages sur le sujet, tu en es un de plus, il y en aura d'autres derrière. L'hypertension, c'est un des symptômes du syndrome métabolique. C'est-à-dire quand on a une résistance à l'insuline, un surpoids, foie gras, diabète, enfin l'obésité pour certaines personnes, l'hypertension va avec. Moi, j'avais aussi de mémoire, ça montait jusqu'à 13,7, 14,8. Et maintenant, ma tension, c'est 10,6, hein, au bout de bientôt 11 ans de régime cétogène. Ce qui sera presque une hypotension aujourd'hui, avec la moyenne chez un médecin, 10,6, il va dire oula, non, non, ça va très bien 10,6. C'est comme ma glycémie très basse ou des choses comme ça. C'est normal. C'est la nouvelle norme en régime cétogène. ouais. Voilà, sinon, les analyses sont parfaites. Chaque année, janvier, février, je retourne faire une prise de sang. Mais, Mhm. en tout cas, j'ai été épaté par les résultats de la dernière. Voilà, donc vraiment, à part le taux d'acide urique qui était juste à 7, donc limite, tout le reste, tous les paramètres étaient bons. Et voilà, à 47 ans, je Mais suis je suis vraiment. persuadé que tu vas voir que ton niveau d'acide urique va descendre. Alors bien sûr, c'est pas une consultation médicale qu'on fait, hein, c'est juste un aspect pédagogique et un partage d'expérience. Avec ton arrêt de l'alcool début de l'année dernière, un régime cétogène peut-être un peu moins strict au niveau des glucides, donc peut-être dans les 50 grammes, des choses comme ça, 60 grammes, tu vas t'apercevoir que tes niveaux d'acide urique vont se normaliser. Enfin, ils vont redescendre. Mais encore une fois, l'acide urique n'est pas le grand coupable. C'est la cristallisation le vrai problème. C'est comme, tu sais, chez le sportif, tu sais, il y a ce qu'on appelle le seuil au lactate. On a accusé le lactate, facteur limitant de performance sportive, etc. Et en fait, on s'aperçoit que le lactate, c'est un vrai carburant. C'est pas un déchet métabolique, c'est un carburant. Et donc, de certaines personnes, on fait des perfusions de lactate. Et le lactate chez un sportif de haut niveau en keto n'a rien à voir avec le lactate chez un sportif de haut niveau qui n'est pas en keto. Donc, les chiffres, en fait, il faut les regarder avec une loupe différente. Tu es en keto, tu n'es pas en keto, etc. Et le livre du docteur Perlmutter sur l'acide urique est très bon, mais pour moi, il s'adresse plus à une population qui n'est pas en keto. C'est un vrai problème chez le diabétique de type 2, chez les gens qui consomment beaucoup de fructose, chez les gens qui consomment beaucoup d'alcool aussi. C'est important l'acide urique là. Mais dans un cadre de keto, avec des aliments sains, entiers, non transformés, etc., il faut regarder autrement. Oui, c'est un bouquin qui fait un peu peur. Je me suis dit, oula, effectivement, quand on l'a lié à d'autres symptômes comme le diabète, syndrome métabolique, obésité, etc., tu te dis, ouais, l'acide urique, c'est vraiment le facteur hyper dangereux à surveiller. Donc voilà, j'avoue que depuis que j'ai lu son bouquin, je prends tous les jours de la quercétine, je ne connaissais Mhm. pas. Parce que c'est peut-être une superstition, hein, mais visiblement c'est un produit naturel qui permet de faire baisser un peu le taux d'acide urique. Voilà. Alors, je n'en ressens pas spécialement les effets, ou peut-être qu'il y en a, j'en Ah, sais mais la rien, quercétine, c'est et un très sûrement bon pas tout supplément. seul, mais voilà, Ouais. ça c'est On le pas être trouve mauvais de toute naturellement façon. dans Voilà, les c'est un des oignons, dans suppléments que je l'ail. prends. Ouais. Ouais. Donc, les suppléments que je prends aujourd'hui, c'est la vitamine D tous les jours, 3008, la quercétine pour mon acide urique,
et un mélange de cuivre et vitamine C. Hmm. Voilà. Tu as un mélange de cuivre et vitamine C dans le même supplément. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai pas trouvé de cuivre tout seul. Enfin voilà, mais mon pharmacien du coin. Je pourrais D'accord. effectivement Ok. trouver du cuivre Mais sur Internet, mais je avais dû cherche lire pas. mon article sur le cuivre où j'ai alerté parce que avec Voilà. cette épidémie là qu'on a eu récemment, on a mis tout le monde sur le zinc, sur le zinc, sur le zinc, sauf que le zinc il marche en équilibre avec le cuivre et il y a un vrai problème sur le cuivre. Donc Voilà, bon, maintenant je vais pas commencer à prendre davantage. Ce sont plus des habitudes qu'autre chose, à part la vitamine D, évidemment, oui, que je vitamine prends D, oui, j'ai depuis vraiment alerté. toujours. Ouais. En supplément, on vit en Belgique aussi. Voilà. Avec, je rappelle, un objectif santé de 50 nanogrammes. 50 nanogrammes de vitamine C sanguine, c'est ce que vous allez obtenir si vous passez un mois de stage comme maître nageur au bord d'une piscine au mois d'août. C'est le niveau santé chez l'humain. C'est pas 20, c'est pas 15, c'est 50. Et les Maasai qui sont torse nu en Afrique, même avec une peau très noire, ils ont aussi 50 aussi. Donc, et 50, c'est un seuil vraiment santé pour tous, contre la maladie, pour un système immunitaire optimal, pour tout. Voilà. C'est important la vitamine D. Et puisqu'on parle d'immunité, j'ai plus été malade depuis des années, rien du tout, quoi. Peut-être un petit rhume prolongé pendant une semaine, mais je veux dire, je suis même passé à travers le Covid. J'ai rien fait de tout ça. Ça fait des années que j'ai plus été malade grâce à cette immunité, quoi. Ça c'est important parce que les gens, ils ont du mal à y croire. Moi, avant le keto, c'est pareil. J'avais deux, trois rhumes chaque hiver, comme tout le monde. On croit que c'est normal. Et en fait, c'est pas normal. Et quand on passe en keto, donc avec très peu de glucides, ben on se dit, tiens, c'est bizarre, cet hiver, j'ai pas eu de rhume, j'ai pas eu de grippe, j'ai rien eu. Puis l'hiver d'après, pareil, ça s'enchaîne. Donc, je suis content que tu le rappelles aussi dans les bienfaits du régime cétogène. Oui, ça paraît presque une évidence depuis tant d'années, mais voilà, quand je vois des amis, des collègues, oh, ça y est, c'est la grippe saisonnière. Voilà. Voilà. Et ça contribue encore à ce sentiment d'invincibilité dont je parlais tout à l'heure. Ouais, l'alimentation, quoi. Franchement, c'est la clé de tout, je pense. Comment vous Enfin, appelez ça déjà chez les journalistes? C'est un nom, je crois. C'est un marronnier, c'est ça? C'est un sujet le qui revient marronnier. tous les ans? Comme la grippe saisonnière, voilà, exactement. Voilà. Donc c'est tellement ancré dans la société que les journalistes, en fait, de façon répétitive, parce que ça arrive tout le temps au même moment, la grippe saisonnière revient, ou le rhume, ou alors au printemps, ça va être les allergies. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se passent d'allergies parce qu'il y avait un système immunitaire équilibré. Ils passent en keto, plus de problèmes d'allergie, alors que dans la presse, les pollens arrivent, donc les allergies arrivent. Tous les ans, ça arrive de cette manière-là, quoi. Mais c'est pour ça que je suis parfois un peu honteux de la profession quand je lis tous ces articles, pas seulement dans la presse féminine, mais aussi dans la presse généraliste, sur quel est l'aliment santé de votre hiver, quel est nanana. Euh, quand tu as compris le fonctionnement de la nutrition, enfin voilà, je dis pas que j'ai tout compris évidemment, mais enfin, ça rend parfois abasourdi en tout cas, voilà. Et les gens plongent malheureusement, voilà. Oui, oui, parce qu'il y a enfin, un journaliste aujourd'hui, c'est un métier. La rédaction des titres, elles sont pesées vraiment au millimètre. On sait très bien que le célèbre putaclic, c'est-à-dire le titre où les gens, de façon obligatoire, ils sont obligés de cliquer pour savoir, c'est pas un mythe, hein, c'est réel. Et derrière, l'information, bah, finalement, elle est pas très qualitative. On a des vrais problèmes sur la désinformation sur le cholestérol, sur les graisses saturées, sur les protéines animales, sur les produits laitiers, sur la vitamine D, sur le soleil, etc. C'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. Et malheureusement, les gens sont privés de vraies informations fiables et solides. Oui, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dans des conversations là-dessus et je ne fais pas de prosélytisme non plus. Les gens restent bloqués sur le gras, c'est pas bien, enfin voilà, ce genre de choses. Et j'ai pas envie de. Voilà, j'ai pas envie. C'est compliqué parce que parfois, tu vois des gens qui sont pas bien portants, qui essayent de trouver des solutions, mais si tu viens avec tes solutions à toi qui sont médicalement prouvées, tu passes pour un extraterrestre ou pour quelqu'un qui a rien compris en fait, qui maîtrise pas son sujet, qui raconte n'importe quoi. Alors ça c'est vraiment le côté négatif, je trouve, Ouais, c'est un vrai de problème la parce chose. qu'on a une quantité de croyances colossales qui sont rabâchées, rabâchées, rabâchées par la presse au sens large. Et je t'attaque pas spécifiquement comme journaliste, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais tu sais, j'ai des alertes sur Google avec des mots-clés. Quand on voit les articles à charge qui sont faits contre le régime cétogène, où il n'y a aucune base scientifique, il n'y a pas un article de cité, il n'y a rien, c'est un vrai article à charge, eh bien, à la fin, les gens, ils y croient parce que tout le monde fait pareil. Les gens font tous attention à leurs aliments qui contiennent du cholestérol, ils font tous attention à leur graisse, ils font tous. Bon. Et à côté de ça,
vouloir apprendre à manger, ça prend du temps. Et nous, dans la Céto Academy, c'est pour ça qu'elle est aussi longue. Tu l'as vu, 66 leçons. En fait, une grande partie de la Céto Academy, c'est démonter des mythes. Et ça prend un temps colossal. Tu ne peux pas le faire dans une conversation, une demi-heure chez des amis. Tu ne peux pas, parce qu'en fait, quand tu apportes une réponse à une question, en fait, ça ouvre 3 nouvelles questions et ainsi de suite. Ça prend un temps colossal. Et les gens ne veulent pas comprendre, en fait, qu'ils ne savent pas manger et qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, en fait, ils sont victimes d'une conspiration, on va appeler les mots, entre de la fausse science, de la corruption, de l'industrie agro-pharmaceutique qui propulse beaucoup d'informations avec beaucoup de moyens qui sont fausses, scientifiquement fausses. On leur rabâche ça tous les jours. À la fin, ils y croient. Aujourd'hui, quand on dit que, quand je dis, je l'ai écrit noir sur blanc, j'ai amené les études dans Bonjour Keto, quand je dis que plus votre cholestérol est bas et plus vous mourrez prématurément, en fait, c'est comme si je crachais au visage de 7 millions de Français qui prennent des statines tous les jours. Et je crache au visage de tous les médecins qui les prescrivent. Mais moi, je suis désolé, je peux vous citer toutes les grandes études, on parle de centaines de milliers de personnes, parfois sur des décennies, qui prouvent ça. Donc, vous avez d'un côté la vie de tous les jours, les médias, les médecins, et de l'autre côté, vous avez la science, et on a l'impression que la connexion s'est totalement rompue entre ces deux mondes. Et ça prend du temps d'expliquer tout ça, c'est difficile. Bah, c'est le rôle du médecin qui a complètement Il n'est pas migré. informé, le médecin. Il est malheureusement pas informé. Il est devenu prescripteur de traitement plutôt que conseiller en amont. Il devrait délivrer des conseils de bonne santé et des conseils pertinents plutôt que de délivrer des Aujourd'hui, les médecins ordres. généralistes, la formation à la nutrition, c'est quelques heures. Ils ne sont totalement pas initiés. Ils connaissent très bien les molécules qu'ils prescrivent, parce que ça, on les forme là-dessus. Mais l'aspect mode de vie, l'importance du sommeil, l'importance du management du stress, l'importance de la respiration, l'importance de tous les micronutriments. On a des carences massives en micronutriments. C'est absolument scandaleux. Il y a de grands scientifiques qui ont attiré l'attention depuis des décennies. Il ne se passe rien, que ce soit les vitamines D, que ce soit l'iode ou que ce soit d'autres micronutriments. Et donc, du coup, il y a de vrais effets sur la population. Et la réponse, c'est tout le temps un médicament à prendre. Pas un changement de mode de vie, pas une compréhension, pas rendre autonomes les gens. Non, une pilule magique. Et on l'a vu avec ton hypertension. Regarde ce que tu as fait. Personne est venu te dire en disant, si tu changeais ça et ça dans ton alimentation, ton mode de vie, ton hypertension disparaîtrait. Personne n'est venu te le dire. Tu l'as fait toi-même, tu as réussi. Mais la solution de la société, finalement, ça a été une pilule magique. Oui, même lorsque j'étais en dépression, c'était benzodiazépine, quoi. Voilà. Voilà. C'est ce qui se passe pour 80. Et ça, c'est scandaleux. J'avais publié un grand article sur la censure et dedans, j'avais cité un livre. C'est l'ancien vice-président de Suède du laboratoire Eli Lilly qui nous raconte comment ça se passe, la fraude, la fausse science, la corruption, etc., en particulier pour les antidépresseurs. Mais les gens, ils devraient être vent debout contre les laboratoires en sachant ça. Surtout que ça vient de l'intérieur. C'était le président, en fait. Hein. Voilà. Alors, sans transition, donc du coup, tu peux nous faire un bilan global de tous les bienfaits, perte de poids, si je ne me trompe pas, stabilité au niveau de l'humeur, on va dire. Quels sont les bienfaits, tous les bienfaits que toi, tu peux citer avec bientôt 9-10 ans de régime cétogène? Donc, la perte de poids, en tout cas la stabilisation du poids, le cycle de sommeil, c'est très important. S'endormir et se réveiller sans avoir besoin de faire sonner quoi que ce soit, avec un cycle de 7h30, 8h, quasiment constant et surtout très réparateur. Moi, quand je dors, voilà, je m'endors et puis je me réveille et je suis en forme. Plus de ballonnement ou quoi que ce soit, plus d'irritabilité, plus d'instabilité au niveau de l'intestin, de l'estomac ou quoi que ce soit. Digestion impeccable, les sels impeccables. J'ai découvert récemment l'échelle de Bristol. Oui, j'avais fait un article Voilà. sur les fibres en régime cétogène et l'échelle de Bristol. Voilà, Très donc joli, mais il faut en parler quand même. non, ben, il faut en parler. Et puis, c'est un signe aussi de voir à quoi ressemblent nos selles. C'est un signal. Voilà, ici, voilà, je suis à 4 avec aussi des selles à heures régulières. Enfin, je veux dire, tous les rythmes sont réguliers. On parlait de routine. Une fois que la routine est installée, la routine continue. Le corps a sa propre routine, quoi. Donc, voilà. Donc, le jeûne, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du jeûne intermittent, mais entre 14h et 6h du matin, là, en général, je ne mange plus.
Les bienfaits, bah, je mange varié malgré tout parce que je te dis, j'ai pas quitté les légumes. Moi, je plains un peu les 100% carnivores qui ont un choix très restreint. J'adore les fruits de mer, j'adore les moules, les mollusques, tout ça. Et puis les légumes, le choix est encore très vaste. Donc le fait de faire des soupes tous les 2-3 jours, ça permet d'avoir des légumes en permanence. Moi, les 4-5 légumes par jour, j'y suis sans aucun problème, quoi. J'ai toujours des tomates, j'ai toujours des oignons, des poivrons, des courgettes dans mon frigo. J'ajoute ça à des œufs ou j'ajoute ça à de la viande et voilà, mon repas est fait. Je me casse plus la tête non plus à imaginer des repas à longueur de temps. J'ouvre mon frigo, je sais que tous les ingrédients vont aller et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme bienfait? Oui, l'humeur, on en a parlé. Les coups de sang, les mauvaises humeurs, tout ça, c'est terminé. En tout cas, les baisses de régime où tu te sens faible, où tu te sens. Non, c'est terminé aussi. Et voilà pour les principaux bienfaits. Je dirais, on dirait que c'est il y avait l'aspect prix aussi quand on mangeait cétogène au début, ouais, ça coûte cher, ça, il faut préparer beaucoup, etc. C'est vrai qu'au début, quand j'achetais tous mes ingrédients, que je cuisinais moi-même, mais bon voilà, je me faisais plaisir, je faisais des pizzas à la pâte à la farine de lupin par exemple. Alors oui, ça nécessite du travail, ça nécessite d'acheter des produits qui ne sont pas spécialement donnés. C'est un plaisir parce que la pizza de Nelly à la farine de lupin, c'est un bonheur. Voilà, j'en fais plus. Je sais juste que si j'ai envie d'un pancake, d'une crêpe ou d'une pâte légère, je prends du parmesan râpé, j'ajoute au pif de la farine d'amande, je casse un œuf, j'épice, et puis voilà, et je cuis dans ma poêle et j'ai une crêpe, quoi. Ça, ce sont des habitudes qui viennent au fur et à mesure Voilà, c'est important ce que tu dis quand on parce que travaille. les gens, ils ont besoin, en fait, quand ils commencent en régime cétogène, on va dire la première, deuxième année, de beaucoup cuisiner et d'avoir un pour un. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de choses depuis des décennies et ils veulent les mêmes choses en keto. Et c'est pour ça que, par exemple, Nelly, elle a écrit ce livre. C'était vraiment le but, en fait. Et c'est pour ça qu'il fait 450 pages aussi, découvrir tous les ingrédients cétogènes, etc. Parce que les gens, ils veulent un pour un. Ils veulent une gaufre, ils veulent une crêpe, ils veulent du pain, ils veulent des desserts, etc., etc. Et après, c'est le temps qui te fait changer. Plus tu avances, une année, 2 années, plus tu vas sur des choses beaucoup plus simples. Moins de repas, moins cuisiné, tu passes moins de temps, tu juxtaposes plus les choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui arrivent sur régime carnivore au bout de plusieurs années parce qu'ils évacuent les légumes où ils ont l'impression que ça ne les nourrit plus. C'est ce qui se passe. Le régime cétogène d'un débutant et le régime cétogène au bout de plusieurs années change. Il évolue. Y compris sur le coût. Tu parlais de l'argent. C'est vrai que les gens, ils ont peur parce qu'il y a des nouveaux ingrédients qui coûtent cher. 1 kilo de farine de blé tendre, ça vaut rien. Quand on le remplace avec des farines riches en protéines, c'est plus cher. Mais ça, c'est temporaire. Avec le temps, ça évolue favorablement. Voilà, et alors je me fais un chili avec de la viande hachée, du bœuf, ground beef, et puis je tiens 3 jours, quoi. Il suffit d'ajouter des légumes selon l'humeur ou selon ce qu'il y a dans ton frigo. Les fromages, je change de fromage régulièrement, je mets parfois de la feta, ce genre de choses. Mais voilà, alors ça devient très simple. Et puis surtout dans Oui. la routine, c'est tu fais ton repas, tu mets ton Tupperware au frigo et puis le matin, tu prends, tu pars, tu réchauffes, quoi. C'est mangé, quoi. Enfin, voilà, effectivement, j'ai beaucoup simplifié par rapport à il y a quelques années où je suivais la recette scrupuleusement, je faisais du pain, cétogène, ce genre de choses. Voilà. J'ai arrêté pour passer à la simplicité parce qu'effectivement, c'est très énergivore. Mais ça m'a permis de découvrir des ingrédients magiques, comme par exemple le psyllium, que je connaissais pas du tout, que j'utilise encore régulièrement, complément, et puis l'avocat aussi. J'étais pas spécialement un fan d'avocat au début, et voilà. Enfin, ce sont tous des petits aliments qu'on finit par mettre dans son frigo en permanence et qu'on découvre avec un grand bonheur. Et puis de nouvelles recettes aussi improvisées. Bon, alors, sans transition, maintenant, on va aborder un point spécifique parce que je suis un grand défenseur des produits laits crus. J'ai toujours dit qu'on pouvait faire un régime cétogène sans produits laitiers si vous en vouliez pas. Mais de l'autre côté, les produits laitiers, ils avaient vraiment leur place dans un régime cétogène bien formulé. J'ai fait un long article sur notre site détaillé scientifiquement avec la position des autres, etc. sur le sujet. Et j'ai toujours différencié les produits laitiers que je vais appeler industriels, qui sont des produits ayant subi un traitement thermique. Donc, ça va être pasteurisation, ça s'appelle comme ça, traitement à haute température. Il y a une vraie dénaturation du lait
à cause de ce traitement thermique. Nous avons un autre problème au niveau des lipides qui s'appelle l'homogénéisation. Ça, c'est l'industrie. Et c'est pour ça que quand vous achetez une bouteille de lait de grande marque que je ne vais pas citer, en fait, c'est un liquide blanc homogène. Alors qu'un vrai litre de lait, normalement, quand c'est un lait entier, il y a une crème dessus. Le lait n'est pas homogénéisé. Et ensuite, il y a un autre problème encore, qui est la sélection génétique des vaches qui produisent ce lait. On va sur une des protéines, il y a deux grandes protéines, ça s'appelle le lactosérum, la whey, et la caséine dans le lait de vache. 80%, c'est de la caséine. La caséine, en fait, est génétiquement modifiée parce qu'on a génétiquement modifié la vache. On a organisé une production laitière massive en Europe autour de la Holstein qui produit de la bêta-caséine A1 et qui crée des gros problèmes juste à cause de sa composition en acides aminés. C'est un petit détail, mais les gens qui ont des problèmes avec les produits laitiers avec ça, c'est 80%, 90% des cas avec cette caséine. Dès que vous passez sur une petite vache ou un autre animal, par exemple la chèvre ou la chamelle dans les pays du Moyen-Orient ou d'autres animaux, la bufflone en Italie, par exemple, avec le lait de bufflone, vous avez de la caséine A2 et les gens n'ont plus de problème avec les produits laitiers. Donc, je voudrais qu'on parle de ça parce que toi, tu t'es amouraché du sujet fromage et produits laitiers et c'est devenu important dans ta vie. Donc, raconte-nous tout ce parcours, peut-être à partir du kéfir dont j'ai fait la promotion il y a des années. Sur notre site, il y a un guide complet pour faire son kéfir de lait que toi et moi, nous buvons sans exception tous les matins avec un lait cru. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment ça s'est passé, cette idée? Comment c'est venu? Alors, je peux remonter très loin puisque ma grand-mère faisait du beurre. Elle habitait à la ferme, ils avaient quelques vaches et ma grand-mère tapait déjà la baratte voilà, pour faire du beurre. Donc, j'avais 2 ans, j'allais déjà voir les vaches à l'étable et voilà. Donc, ça remonte peut-être à ça, mais c'est vrai que depuis quelques années, le kéfir, un produit auquel je suis très attaché, j'ai fait venir mes premiers grains de kéfir du Canada il y a 5-6 ans. Et puis j'ai fini par en trouver dans ma région. Pourquoi? Parce que c'est vivant. C'est un produit vivant et ça contribue aussi au bon fonctionnement du microbiote, on y revient. Et je me suis lancé toujours dans la perspective de remettre le mental et la cohérence au centre de mon action, le mental et la cohérence alimentaire. Je me suis lancé dans des cours du soir de fabrication de fromage l'année dernière. J'ai suivi tout le cursus. Je suis fromager, voilà. C'est pas une profession reconnue, mais enfin, j'ai acquis les bases théoriques et les bases pratiques. Et l'idée, c'est d'utiliser le lait local. Ici, alors, c'est essentiellement du lait de Holstein avec lequel je travaille pour l'instant. Donc, effectivement, on peut en débattre. On n'est pas une terre de lait ici dans le centre de la Belgique. Par contre, on a des magnifiques herbes, des magnifiques prairies. Et on peut trouver beaucoup de vaches qui paissent dans ces prairies et qui ne sont pas nourries avec du tourteau toute l'année, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et utiliser le lait de ces vaches pour fabriquer un fromage local au lait cru, ça, je trouve que c'est un défi intéressant. Je dis bien au lait cru, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, dès le moment où on monte la température, où on pasteurise, ça perd toute son utilité. Et pourquoi pas fabriquer un fromage local à base de kéfir, qui serait encore plus vivant, encore plus intéressant, je pense, comme produit à travailler. Ce serait des fromages à pâte mi-molle, genre reblochon, ou bien maroilles aussi, hein, tout dépend de la manière dont on le travaille. Mais on peut aussi faire des camemberts. Et voilà, donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur de lancer une sorte de filière locale ici, dans le Brabant wallon, autour de ces produits qu'on ne trouve pas chez nous. On trouve pas, Oui. on n'a pas de fromagerie ici dans le coin. On a des fromageries du côté de Liège, on a des fromageries spécialisées dans d'autres régions, mais ici, il n'y a pas. Donc, pourquoi pas? Voilà. C'est vraiment un beau le projet. challenge. Et Et je t'encourage vraiment parce que c'est un très très beau projet, ça. Au niveau, ne serait-ce qu'au niveau personnel, c'est valorisant comme travail. c'est porteur de sens pour moi. Voilà. Donc, avec tout le parcours qui est le mien, je trouvais que ça avait du sens. Et bon, je n'en suis encore qu'aux prémices pour l'instant parce que je dois trouver une bonne cave d'affinage. Ça, c'est pas évident non plus, mais voilà, je prospecte. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de producteurs de lait qui seraient ravis de contribuer à ce projet. Pourquoi? Parce que le lait, aujourd'hui, ils le vendent en général à des laiteries et ça finit en poudre de lait ou ça finit, enfin, j'ose même pas imaginer dans quel type de produit.
C'est Oui. beaucoup plus valorisant d'utiliser le lait pour faire des fromages, à la fois financièrement, mais aussi, je pense, pour l'image et Alors, je suis pour le vraiment produit fini convaincu et pour le consommateur. et je pense vraiment, j'appelle vraiment tous les producteurs, parce que je sais ce que c'est que le travail à la ferme. Mon grand-père avait 50 vaches laitières, ça servait pour faire le brie chez nous en Seine-et-Marne, donc je sais ce que c'est. C'est un travail harassant, c'est 365 jours par an, les vaches, elles partent pas en vacances, hein, donc toi non plus. Et de l'autre côté, ça paye clairement pas. C'est-à-dire qu'il y a des grands monopoles sur le lait. Il y a un problème sur la valorisation du produit, il y a un problème sur la condition animale, il y a un problème sur la nourriture animale. Il y a une très grande différence entre une vache qui va être au pâturage ou au foin l'hiver 365 jours par an et une vache qui va être aux céréales, au tourteau de colza, au tourteau de betterave, etc. Le profil, bien sûr, de sa graisse corporelle, mais de son lait est très différent. Donc vraiment, il faut revenir sur des producteurs engagés. La vache ou même la chèvre ou d'autres animaux ont leur rôle dans une agriculture que j'appelle régénérative, une agriculture qui préserve ses sols. Et on produit des produits laitiers au lait cru à partir de ce lait cru. Je vais donner juste une anecdote parce que les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Le lait cru, c'est un produit très safe. Il n'y a pas de problème avec le lait cru. Par contre, les produits traités thermiquement sont très dangereux. Et je vais donner un exemple précis. Vous avez Weston Price, la fondation ici, qui tient un registre aux États-Unis de tous les accidents qui ont été causés par des produits laitiers. On sait que depuis les années 60, il y a eu 67 morts aux États-Unis directement à cause d'un produit laitier. Et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Les 67 morts sont 67 personnes ayant consommé des produits laitiers traités thermiquement, pasteurisés. Le nombre de décès ou de problèmes qu'il y a eu avec des laits crus, c'est zéro. Pourquoi? Parce que toi, tu le sais très bien, mais les gens en général ne le savent pas. En fait, un produit au lait cru est déjà habité par toute une flore et elle sait se défendre contre un pathogène. Alors qu'un lait traité thermiquement, en fait, c'est le désert. Il n'y a rien dedans. Donc, il suffit qu'il y ait un pathogène qui arrive dessus et là, c'est un terrain de fermentation idéal pour lui. En quelques heures, ça se développe à vitesse grand V. Donc, les produits au lait cru sont des produits sûrs et sains, contrairement aux produits qui ont subi des traitements thermiques et après homogénéisation, etc. Sans parler de la caséine qui est encore un sujet à part. Je pense que tu confirmes ce que je te dis. Oui, et ce qui est un peu fou, c'est que les premières leçons qu'on nous a données visaient justement à monter la température du lait. Donc voilà, attention, alors au-dessus de 60, c'est la thermisation, et puis au-dessus de 74, ça, là, c'est vraiment la pasteurisation. Donc Oui. les premiers cours portaient là-dessus. Et puis dans les cours pratiques, et bien voilà, dépasser jamais 34 degrés, c'est la température de sortie de la vache. Donc on va travailler là-dessus. Et tout est encouragé pour travailler au lait cru, mais dans les cours, ils sont obligés de nous parler de thermisation. Et même si on achète, si vous voulez faire votre fromage vous-même, que vous n'y connaissez rien, que vous achetez des petits produits avec des pipettes de poudre, etc., et des ferments en poudre, eh bien, il est clairement stipulé qu'il est important de chauffer le lait jusqu'à 60 degrés au moins. Enfin, voilà. Et c'est une On ânerie est encore, supplémentaire. voilà. Disons-le clairement, c'est une ânerie supplémentaire. Bah, faisons confiance aux artisans, aux professionnels qui connaissent leur métier et aux fromagers. Allez chez le fromager, discutez avec votre fromager. Vous allez tout de suite voir quel fromage il vous conseille. Hein. Oui. Et puis, Voilà, tu un vois, produit. moi, toi, tu es belge, moi, je suis français et j'ai un peu honte de dire, en tant que d'origine française, que le meilleur livre que j'ai pu lire sur le sujet, qui s'appelle «L'art de faire son fromage», qui a été écrit par David Asher et qu'on retrouve dans le monde entier traduit en plein de langues. Et donc, lui, il est canadien. Donc, le meilleur livre sur comment faire son fromage, c'est un Canadien qui l'a écrit. Il est génial, son livre. Parce que Oui, c'est la justement, base. il part du kéfir et il explique donc comment faire son kéfir, comment faire sa crème, son beurre, etc. Et tous les fromages derrière. Donc, quelqu'un qui serait vraiment intéressé par le sujet, c'est ce livre-là qu'il faut lire. Voilà, et on peut étendre la discussion aussi à la lactofermentation plus généralement. On y revient, tu parlais de kombucha tout à l'heure. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui fait qu'on revient au fait soi-même, on revient à la fermentation, aux bocaux tels que nos grands-mères le faisaient. Voilà, je suis pas pessimiste en tout cas. Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance du microbiote qui se fait petit à petit, et même dans les populations urbaines. Et
et tant mieux parce que le message passe et les gens comprennent que prendre soin de son Alors, microbiote, je suis vraiment par la optimiste là-dessus parce lactofermentation, que par les les fromages au les lait cru, États-Unis ont beaucoup d'avance sur l'Europe. c'est essentiel, quoi. Les États-Unis, excuse-moi, il y a un petit décalage entre quand je te parle et quand je t'entends, ça fait un petit décalage. Donc, je te coupe la parole sans le faire exprès. Aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance, dans un sens ou dans un autre, dans le bon ou dans le négatif. Mais il y a il y a un vrai tissu qui est en train de se recréer avec, à la base, l'agriculture régénérative. Donc, les animaux sont au centre, on est en pâturage à l'extérieur, du foin, plus de traitement, plus de produits, etc. On a même des animaux qui ne sont pas vaccinés ici, donc c'est important. On retourne sur des produits qualitatifs, c'est-à-dire qu'il y a eu un article il y a encore quelques années qui a été publié, où les éleveurs de lait, tu te rends compte que ça leur coûtait moins cher d'aller au supermarché, acheter du lait prix détail, le mettre dans le tanker à lait, plutôt que de produire leur propre lait. On voit la distorsion de marché qu'il y a. Donc, ces gens-là, en fait, ils sont en faillite partout. Ils épandent du lait dans les champs. Enfin, et c'est du lait de merde, pour faire simple. Et donc, ils sont revenus sur des petites races, ils sont revenus sur du pâturage. Aujourd'hui, j'ai une multitude de petits fabricants, de petits artisans qui reproduisent des fromages au lait cru aux États-Unis, hein. Donc, bien sûr, tu as le célèbre cheddar au lait cru, mais tous les fromages européens sont copiés ici, les recettes, et tu te retrouves à avoir de très bons fromages au lait cru, made in USA, quoi. Bah, tant Et mieux la parce même que chose, même chose avec la lactofermentation. Sur tous les marchés fermiers, tu as de plus en plus d'artisans qui s'y mettent. Ils font des lactofermentations. C'est vendu dans des petits pots. C'est des choses simples, propres. Et ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, il y a un vrai mouvement là-dessus. très bien, oui, le fromage devrait être remboursé par la Sécu. Je pense aussi. Au-delà de l'aspect santé, c'est aussi très bon. On a culturellement du fromage. Les gens, ils aiment bien, ne serait-ce que râper un morceau de comté ou des choses simples. Et après, on se rend compte qu'il y a plus de 300 fromages en France. Il y a une telle diversité, on peut en mettre à toutes les sauces. Et le fromage a sa place dans un régime cétogène. Il faut arrêter avec le régime sénialais, avec je ne sais pas quel médecin qui a dit une ânerie. On a beaucoup de science. Moi, je fais une revue scientifique chaque vendredi. Chaque vendredi, j'ai des alertes scientifiques sur 40 mots-clés. Ça me fait sortir entre 500 et 600 études tous les vendredis. Là-dedans, il y a 90% de merde. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que j'ai un mot-clé sur le kéfir. Toutes les semaines, il y a des études scientifiques qui tombent sur le kéfir. Ne serait-ce que le kéfir de lait, qui est quasiment inconnu en France. Quand on voit le rôle du kéfir de lait dans l'humanité, parce qu'on en a dans tous les pays, au niveau nutritionnel, des enfants, par exemple, qui ont subi une famine, qui font 5, 10, 15 kilos, on les réalimente avec du kéfir. On voit ce qui se passe au niveau du microbiote. Après, le kéfir utilisé contre tout un tas de pathologies. Si vous saviez le nombre d'études scientifiques qu'il y a juste sur le kéfir de lait, c'est hallucinant qu'on ne soit pas plus informé sur le sujet. Donc, je vous encourage vraiment à considérer les produits laitiers sous un autre angle. Ils s'insèrent parfaitement dans un régime santé. On a beaucoup de littérature, on a beaucoup de science. Ils ne méritent pas le procès à charge qu'on leur fait aujourd'hui. Bravo. Quelque chose à ajouter, Ludovic? Je suis autant passionné que toi des produits laitiers. Donc, Non, voilà, merci d'abord Ulrich, je ne l'ai pas assez dit, mais pour tout ce que tu fais pour la communauté cétogène depuis des années. Évidemment, à partir de tout ce que tu m'as appris, je me suis abonné à des pages keto au Québec, un peu partout dans le monde. Ça me fait énormément plaisir de voir ces gens qui perdent parfois 60 kilos, qui font part de leurs témoignages, qui montrent que, en dépit de ce qu'on peut dire, entendre, lire partout, bah, ça marche. Ça donne envie de continuer. On forme vraiment une communauté, on s'aide, on se donne des trucs, on s'échange des recettes. J'ai des gens qui viennent chercher parfois des grains de kéfir. Enfin voilà, c'est au-delà de l'aspect communauté, voir tous ces gens qui se sentent bien, qui sont en forme, qui ont compris. Pas besoin de comprendre tout dans le détail. Toi, tu maîtrises tout. Voilà, tu en as fait ton métier, c'est formidable. Et Nelly aussi, hein, j'en profite aussi pour la remercier pour toutes ses recettes, tout le temps qu'elle passe à peser les ingrédients, les macros, ce genre de choses. Voilà, on se rend pas compte, comme le savoir que vous distillez est extrêmement utile dans la vie de tous les jours à des milliers de personnes. Donc voilà, donc chapeau, merci, continuez. Au-delà de la censure, nous on en parle autour de nous, on essaye de diffuser aussi cette bonne parole.
nous rend heureux, qui nous rend fit, qui nous rend en bonne santé. Ben, c'est un très très beau mot de la fin. Toi, j'allais te proposer de faire le mot de la fin. Je pense que tes dernières paroles symbolisent à la fois notre travail, notre engagement commun, juste pour un monde en meilleure santé. Donc, je te remercie beaucoup, Ludovic. Merci, c'est moi qui te remercie. À très bientôt pour un prochain témoignage. À dans 10 ans. À dans 10 ans. Au revoir, Ludovic. Salut, au revoir.